Europe 1, il est 8h34 à la revue de presse. Donc il sera 9h34 la semaine prochaine à la même heure, puisqu'on change d'heure. Dimanche, il sera à 9h34 au lieu d'être 8h. On se lèvera une heure plus tôt, Thomas, il faut le savoir. La revue de presse de Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, bonjour à tous. Ce matin, une de vos journaux, on égrène les révélations en se disant que finalement, seule la chance semble nous protéger un peu. Libération, terrorisme, les failles du nucléaire belge, le Parisien, attentat, prêts à frapper depuis 1 an, les Échos, transport, ce qui va changer après les attentats. Et puis il y a cette silhouette élancée au geste de ballerine avec son maillot orange, l'équipe, Johan Cruyff, il était le jeu. L'enquête sur les attentats se poursuit dans la presse. Oui, comme à chaque fois, la presse nous découvre des ramifications, des attentats manqués. Alors l'enquête de Libération qui nous raconte, par exemple, comment l'un des logisticiens de la cellule de Molenbeek possédait chez lui les enregistrements d'une caméra postée devant le domicile d'un haut responsable d'un centre de recherche nucléaire pour observer ses allées et venues. Déjà, on dresse la liste des ratés du renseignement belge, comme celle des lenteurs des autorités politiques. Dans le Figaro, c'est un article qui nous explique comment l'Allemagne a systématiquement freiné la mise en place du fichier de passagers pour les transports aériens. L'Allemagne qui jusqu'à présent ne se sentait pas suffisamment visée pour mettre en place un système que certains de ses élus estiment attentatoire aux libertés individuelles. Mais on lira surtout dans Le Monde un portrait de l'avocat de Salah Abdeslam. Le flamboyant Sven Marie semble gagné par le doute. Son client savait-il pour les attentats ? L'avocat risque d'avoir du mal désormais à le faire passer pour un quasi repenti. Accessoirement, il voit certains de ses clients se détourner de lui. Tout suspect a droit bien sûr à un défenseur. Et certains avocats s'en délectent. Mais l'horreur a ses limites. Le terrorisme ici, mais aussi ailleurs. Oui, tous les objectifs sont tournés vers Bruxelles et pourtant le Figaro nous oblige à regarder ailleurs. En une plage, des 4x4, des bateaux et des hommes assis en rang qui attendent. Libye, la nouvelle menace. Alors que le pays s'enfonce dans le chaos, l'installation de l'État islamique constituerait le signal de départ vers l'Europe pour 800 000 migrants livrés aux passeurs. La réponse des États européens aux maires des villes libyennes qui leur demandent de l'aide ? Nous ne pouvons coopérer qu'avec l'État libyen. Mais d'État, il n'y en a plus. L'Italie et la France seraient prêtes à intervenir. Il est grand temps. Vous nous parlez d'Argenteuil. Mais oui, il est question d'Argenteuil, bien sûr, avec cette cellule terroriste démantelée que vous évoquiez dans les titres. Mais on trouve également Argenteuil dans le Figaro Magazine. Parce que s'y déroulera l'ostension exceptionnelle d'une tunique supposée avoir été la dernière portée par Jésus. Alors son authenticité est évidemment largement contestée, même si certains scientifiques expliquent que le sang présent sur la tunique et sur le sensuaire serait étonnamment proche. Du coup, 150 000 visiteurs sont attendus. Mais en fait, les chrétiens ne sont pas seulement amateurs de reliques antiques. D'après le Figaro, ils tweetent. Le pape serait champion des réseaux sociaux. Le 19 mars, il lui a suffi d'un cliché sur Instagram pour atteindre 1 million d'abonnés en 720 minutes. 23 abonnés par seconde, mieux que Justin Bieber. Mais en bon jésuite, le pape François n'est pas dupe de cette modernité technologique. À cette mondanité virtuelle, nous explique Jean-Marie Guénois, il oppose le contact direct et même physique. À chaque fois qu'il demande à un catholique s'il pratique l'aumône, il ajoute cette question. Ce clochard, l'as-tu regardé dans les yeux ? Est-ce que tu lui as pris la main ? Ben oui, parce qu'il n'y a pas de charité à distance. C'est Pontifex, son compte. Il a presque 9 millions de followers sur Twitter aujourd'hui. Un trésor qui retrouve ses propriétaires. Oui, c'est l'histoire que nous raconte le Figaro Magazine et qui nous ramène il y a 5 siècles. Et depuis, en fait, il semble n'avoir pas bougé ces Indiens Kogis de la Sierra Nevada en Colombie. Alors il y a aussi ce jeune homme victime d'un édème pulmonaire en 2009 lors d'un trekking et que les chamans Kogis ont sauvé. En remerciement, ils fondent une association pour racheter les terres des Indiens et les protéger des narcotrafiquants. Et puis ils rencontrent un jour une collectionneuse belge qui veut rendre à ce peuple des bijoux en or volés par les conquistadors et qu'elle a achetés. Leur rencontre et leur obstination ont permis de réparer ce que des hommes avides d'or et se réclamant du christianisme avaient pu faire. Les Kogis, eux, veulent préserver leur mode de vie en harmonie avec une nature qui les nourrit et les protège. Votre technologie vous déshumanise, nous dit l'un d'eux. On termine avec plusieurs petites choses, dis donc. Oui, parce qu'en fait, j'aurais pu vous parler des articles dans le Parisien, par exemple sur les ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy, sur les prises de position des candidats à la primaire. Mais j'ai préféré le meilleur article sur la droite ce matin. Il est dans Marianne, la droite la plus mal habillée du monde. Entre la volonté de faire peuple et le besoin de lisser son image, c'est, nous dit Valentin Gou, un festival de ringardise délibérée. Exemple,
le commercial à gourmette, son icône Nicolas Sarkozy bien sûr, tenues à la limite du vulgaire pour marquer son envie de rupture avec l'élégance. Ne manque plus que des cheveux mi-longs pour se reconvertir en vendeur de cigarettes électroniques. Et puis il y a le tradi flippé, Laurent Wauquiez avec son faux besoin d'authenticité, l'épouvantail à moineaux, Hervé Mariton avec son penchant pour la couleur et les costumes improbables, Valérie Pécresse, la prof de techno débordée, Christine Lagarde, la bourge pashmina. Alors surprise, au milieu de cette galerie, le psychorigide de la cravate, Manuel Valls. Oui, l'article nous l'explique. Prisonnier d'un parti qu'il exècre, l'homme guindé avec ses cravates ton sur ton aurait cherché, comme les otages envoient des indices, à suggérer sa vraie personnalité aux Français. Ben oui, mais en fait, de toute façon, la conclusion, c'est que les costumes de De Gaulle sont trop grands pour eux tous. Alors évidemment, c'est difficile de trouver un style. Pour le coup, c'est un peu un mauvais procès Manuel Valls parce qu'il a arrêté le ton sur ton sur les cravates. Oui, il s'est corrigé. Il s'est corrigé. C'est donc à lire dans Marianne, la revue de presse de Natacha Polony. C'est tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha.